Museveni, qui est allé au Burundi en tant que médiateur de l'East African Community. Il me semble qu'il a plutôt conseillé de postposer ces élections. Ou ce n'est pas vrai. Donc, sinon, évidemment, quand vous dites qu'on peint le Burundi en noir aujourd'hui à l'extérieur, entre autres à l'Union européenne, donc c'est comme si tout allait bien au Burundi aujourd'hui. Mais il me semble que ce n'est pas tout à fait la réalité. Est-ce qu'une autre chose, c'est l'interprétation de la Constitution? Quand cela vous arrange, évidemment, vous le brandissez, et quand ça vous n'arrange pas, quand ça ne vous arrange pas, vous le piétinez. Donc, et la question de limite, en fait, des dates limites pour respecter la Constitution, même si le président restait sans les élections précipitées, de façon à peut-être avoir ce gouvernement de transition qui me semble a été proposé par la médiation, je crois que dans ce cadre d'urgence, en effet, parce qu'on est quand même dans un cas d'urgence, peut-être ça serait le moindre mal, non? Oui, monsieur. Je suis journaliste ici, rédacteur en chef du journal Yambela, qui s'occupe du partenariat entre l'Afrique, l'Europe et le Maghreb. Je trouve que votre intervention n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais de vous, comme ministre de la Communication, qui représente un gouvernement dans ce genre de situation. Vous êtes attardé sur la violence, et en critiquant l'Union européenne dont vous accusez, et je trouve que c'est une accusation injuste. Vous savez très bien que la cause de tout ça, c'est le non-respect de la Constitution par le président Nkurunziza. Pourquoi vous n'avez pas explicité pourquoi Nkurunziza doit rester encore au pouvoir? Pourquoi ne doit-il pas respecter la Constitution? Aujourd'hui, on voyait que, par exemple, j'ajoute que le problème ethnique au Burundais commençait à s'étioler, je l'ai dit dans mon éditorial, et maintenant, avec la soif du pouvoir, ça va encore exacerber le problème ethnique au Burundi. Monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Nissia, je suis là pour BAT Media. Donc, je voulais parler de la situation de la presse au Burundi. On a pu voir à travers différents médias que la presse avait été bâillonnée. Il y a eu plusieurs rédactions qui ont été incendiées, notamment Radio Bonesha, la radio publique africaine. Et j'ai même discuté avec certains journalistes vivants au Burundi qui nous ont affirmé qu'ils étaient sur le départ, ils avaient même envoyé leur famille en Belgique. Donc, je voulais un petit peu savoir qu'est-ce que le gouvernement met en place justement pour préserver la sécurité et l'indépendance de tous les médias présents au Burundi. Si vous permettez que je réponde d'abord à... La possible maintenant, ce n'est pas entre le gouvernement et l'opposition, mais c'est entre tous les acteurs politiques ou sociopolitiques avec la population. Nous sommes en période électorale. Quiconque veut accéder à la magistrature suprême ou à d'autres fonctions électives doit passer par la voie des urnes. A-t-il demandé qu'il y ait un gouvernement de transition? Faux, archi faux. Il a seulement recommandé, exhorté les Burundais à mettre en place un gouvernement d'union nationale. Et pour votre information, notre constitution déjà stipule, exhorte, recommande un gouvernement d'union nationale. C'est que chaque parti politique qui parvient à avoir 5%, uniquement, rien que 5% aux élections, peut faire partie du gouvernement. Nous avons déjà une constitution qui a consacré un gouvernement d'union nationale. Aussi, l'union nationale, c'est en tenant compte de notre configuration sociologique. Par exemple, selon l'article 94, eh bien, les deux vice-présidents de la République doivent provenir d'ethnies et de formations différentes de celui du président. Donc, il doit y avoir nécessairement
un vice-président qui doit avoir une ethnie différente du président, etc., en tenant compte de la configuration, de la représentativité de son ethnie dans sa formation d'origine. Donc, et aussi, au gouvernement, il doit y avoir 60% de Hutus et 40% de Tutsis. C'est déjà un gouvernement d'union nationale. C'est ce que la Constitution nous recommande, nos propres lois. Et au niveau des forces de défense et de sécurité, c'est 50% Hutus, 50% Tutsis. Et au Parlement, on doit faire aussi la cooptation de l'ethnie Toa, hein, et des femmes qui doivent être représentées à 30%. Donc, on ne demande pas un gouvernement de transition. D'ailleurs, pour ceux de l'opposition qui avaient réclamé un gouvernement de transition, le président ougandais a été très clair là-dessus. Il a dit, vous aviez un gouvernement de transition, vous êtes allé aux élections en 2005, vous êtes retourné aux élections en 2010, vous ne pouvez pas retourner dans un gouvernement de transition, ce serait un retour en arrière. Et on ne pense pas qu'il y aurait un investisseur qui pourrait aller amener ses capitaux, investir dans un pays où il n'y a qu'un gouvernement de transition. Alors, vous dites que ce ne serait pas, ou ce serait le moindre mal. Eh bien, on ne peut pas retourner en arrière, ce ne serait pas le moindre mal, ce serait un retour en arrière. Et si nous avons des acteurs, des dirigeants responsables, ils doivent tout faire afin que le Burundi ne plonge plus dans ce chaos. Vous dites que nous interprétons la Constitution quand ça nous arrange, quand ça ne nous arrange pas, on l'interprète autrement. Vous savez, ce n'est pas, comme je l'ai dit dans mon mot introductif, le mandat présidentiel, ce n'est qu'un prétexte. Dans toute démarche démocratique, chaque parti a le droit de présenter un candidat. Le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, a choisi comme candidat M. Pierre Nkurunziza. C'est son droit le plus absolu. Si les membres se réunissent et disent « c'est notre candidat », du moment qu'ils sont convaincus, dur comme fer, que la loi n'est pas violée, du moment que cette candidature remplit toutes les conditions exigées par les lois en vigueur dans notre pays. Si ceux de l'opposition trouvent que ce candidat ne remplit pas des conditions requises, eh bien, il y a des lois, il y a des voies de recours qui sont prévues dans notre Constitution qui doivent être suivies, qui doivent être épuisées. Si ces gens, au lieu de se référer à la Cour constitutionnelle, qui est la seule instance habilitée à interpréter la Constitution au Burundi en cas de conflit d'interprétation, pas seulement au Burundi, mais partout ailleurs, que ce soit en Europe ou ailleurs, s'il y a une Cour constitutionnelle, s'il y a une justice, une juridiction qui doit trancher en cas de conflit, eh bien, les gens doivent se référer, épuiser ces voies. Mais l'opposition, au lieu de suivre cette voie, a préféré barricader les routes, a préféré emprunter le chemin de la violence. Et vous avez évoqué un probable retour au conflit interethnique comme dans le passé. Je me souviens quand on était à Dar es Salaam, lors du sommet, il y en a qui ont voulu aussi ethniser le conflit burundais, qui ont voulu présenter le conflit actuel, les manifestations, etc., comme étant des Tutsis qui seraient contre un candidat à la présidentielle, mais Hutu. Le gouvernement a réfuté cela. C'est des gens qui veulent manipuler l'opinion. C'est des gens qui voudraient que la lecture de ce qui se passe au Burundi soit faite selon notre passé douloureux où des Hutus et des Tutsis s'entre-déchiraient. Mais sachez bien que même l'accord d'Arusha, en définissant le conflit burundais, ce n'était pas principalement un conflit interethnique, c'était avant tout un conflit politique, mais avec aussi des dimensions
ethnique. Même actuellement, nous avons autant de Hutus que de Tutsis pour la candidature du président, tout comme on a autant de Hutus que de Tutsis contre la candidature du président Nkurunziza. Ceux qui sont, si vous prenez les anciens présidents de la République, Domitien Daïzeye, Sylvestre Ntibantunganya, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, le docteur Jean Minani et l'honorable Léon Ngendakumana, ils sont tous contre la candidature du président Nkurunziza, mais ils sont tous Hutus. Mais en même temps, si vous prenez d'autres, ceux qui défendent la candidature, par exemple, lors du dialogue qui était sous l'égide des Nations Unies, celui qui pilotait, c'était le ministre de l'Intérieur, c'est un Tutsi. Donc, on ne peut pas dire que le conflit burundais, c'est un conflit interethnique. Non, c'est politique. C'est des intérêts politiques que les uns et les autres sont en train de défendre. Et il n'y a aucun risque à ce qu'on retombe, on replonge dans ces déchirures interethniques. Je pense que nous avons déjà fait un pas de géant dans la consolidation de la paix et surtout de la cohésion sociale. Et vous parlez de la situation de la presse, qu'il y a certains journalistes, vous avez celui de Bonesha qui dit que sa famille serait déjà... Non, je ne vais pas citer ce journaliste-là, j'ai discuté avec d'autres journalistes. Un exemple. Ce média-là, un exemple. Voilà. D'abord, on regrette qu'il y ait eu, avant tout, ces tentatives de putsch. Et quand il y a tentative de putsch, et quand il y a... c'était un conflit armé, parce que les loyalistes et les putschistes en sont venus aux mains. Les brûles-d'hôtes étaient partout dans toute la capitale, et ils se battaient. Les putschistes voulaient contrôler la radio-télévision nationale du Burundi, n'ont pas pu y arriver. Mais ils avaient déjà lancé leur communiqué, leur communication à partir de certaines radios privées. Radio Bonesha, Isanganiro, RPA et Renaissance. Ils y étaient. Et il y a eu aussi des combats là-bas pour les déloger. Et ils sont aussi, et ce n'est pas les seuls, il y a aussi la radio Rema. Et quand il y a un conflit armé, il doit aussi y avoir aussi des pertes en vies humaines, mais aussi en matériel. La justice est en train de tout faire pour faire la lumière, pour que nous sachions ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, que nous savons, qui saute aux yeux, c'est qu'il y avait une tentative de putsch et que les putschistes ont utilisé certaines radios et qu'il y a eu des combats autour et dans ces médias. Et ne me dites pas qu'il peut y avoir des combats et qu'il n'y ait pas de gâchis. Il y a toujours un gâchis. C'est regrettable. Au niveau de la présidence, nous avons condamné et nous voudrions bien que notre pays continue à avoir une presse libre, indépendante et privée. Et nous voudrions qu'il y ait réparation rapide de ce qui s'est passé afin qu'on retourne dans une situation normale. Mais malheureusement, il y en a qui ont perdu leur vie, réparation n'est pas possible, et d'autres qui ont perdu des biens, et peut-être réparation est possible. Mais attendons que la justice tire ses conclusions. C'est ça qui s'est passé. Que certains journalistes partent, c'est un choix, mais ce n'est pas parce qu'ils sont poursuivis au Burundi. Il n'y a pas de journaliste qui soit poursuivi nominativement parce qu'il est journaliste. Parce que d'autres sont là. C'est comme ceux qui disaient que certains politiciens s'exilaient parce qu'ils avaient peur, mais nous avons des gens de l'opposition radicale et très radicale qui sont à Bujumbura, qui devraient peut-être être les premiers à subir la traque du pouvoir, mais qui ne sont pas, qui restent là et qui sont dans le mouvement, et d'autres de moindre importance
qui continuent à s'égosiller à travers les médias internationaux en disant qu'ils ont peur pour leur vie parce qu'ils sont opposés à telle candidature ou à ça, mais alors que ceux qui sont plus importants et plus actifs restent sur terrain. C'est ça la réalité burundaise. Je pense que c'est même la raison pour laquelle je vous ai demandé de faire plus attention et de vérifier les informations sur terrain au Burundi pour voir si vous n'êtes pas manipulé par ceux qui sont en train de chercher une certaine popularité en passant par des voies aussi qui ne sont pas droites. Ma question concerne beaucoup plus la diplomatie. J'aimerais faire la connaissance du nouvel ambassadeur. Parce que hier encore, je crois que c'est M. Félix Ndaïsesenda. Mais au détour sur le site de l'ambassade, je constate que c'est M. Jérémy Baningouani. Voilà. Je peux répondre directement. Il est là. Monsieur l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur est là. Oui, je salue tout le monde. Je suis déjà ici, à Bruxelles. Ouais. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Non, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu, c'est pas moi, quand est-ce qu'il a représenté ses lettres de créance. Pas encore. Je pense que. Comment ça s'est fait? C'est depuis septembre. Ah, Ouais. Au 15 septembre. Voilà. La date est déjà précise. Au 15 septembre. Soyez les bienvenus pour me soutenir. Raison pour laquelle il n'a pas pris officiellement sa place ici, parce que la fonction publique comme ambassadeur, elle commence juste après une présentation de ses lettres de créance. Je m'appelle Alison, je représente le peuple burundais. Alors, vous avez longuement parlé d'Alexis Sinduhije comme le fauteur de troubles actuels. Je suppose que vous avez fait des enquêtes et que si vous l'annoncez ici, que les enquêtes se sont avérées exactes. Maintenant, M. Nyamitwe, moi j'aimerais savoir, et le peuple burundais aussi, et la communauté internationale auraient besoin de savoir, quand est-ce que les assassins des 3 Italiennes vont être arrêtés et jugés? Quand est-ce que les assassins des personnes assassinées et dont les corps ont été jetés dans le Lovoubou vont être arrêtés et assassinés? Excusez-moi, je suis un peu émue. Quand est-ce que les assassins de Zedi Ferrozi, et la centaine de manifestants pacifiques vont être arrêtés et jugés? Enfin, quand est-ce que les bourreaux de la torture des innocents vont être arrêtés et jugés? Bref, moi, personnellement, ça n'engage que moi. Je pense que vous êtes là pour représenter un pouvoir coupable d'exécution extrajudiciaire des pauvres citoyens. Je vous remercie. Merci. Bonjour, Son Excellence. Je suis Djamil Cham, journaliste de Nouvelle-Afrique à Bruxelles. J'aimerais juste savoir, par rapport à votre intervention, est-ce qu'aujourd'hui, face à la tension qui règne dans votre pays, l'Union européenne, la diaspora burundaise, ont tous vomi votre gouvernement, excusez-moi du terme, et aujourd'hui, face à des contextes géopolitiques assez dangereux, est-ce qu'on peut appréhender qu'il y aurait des risques aujourd'hui d'un vrai coup d'État, cette fois-ci un vrai coup d'État, je pèse mes mots, dans votre pays? Et la deuxième question, est-ce que vous pourriez nous décliner les rapports qui existent entre le Burundi et le Rwanda aujourd'hui au plan géopolitique, mais aussi au plan politique? Je vous remercie. Merci. Oui, monsieur. Je n'ai pas de micro, je vais me débrouiller. Je suis rédacteur dans plusieurs magazines diplomatiques et privés. Je vais commencer par un petit commentaire. Normalement, un gouvernement très responsable doit respecter toute vie humaine. Et
doit stabiliser le pays et assurer la sécurité de tout son peuple. Et la première question, dans la situation actuelle, vous trouvez que le gouvernement Nkurunziza et son système a respecté tout ça? Ça, c'est la première question. Et vous, moi, je vais dire à haute voix tout ce que tout le monde pense tout bas. Vous avez parlé du président de l'Assemblée nationale qui a fui et le vice-président qui a fui. Et vous aussi, j'ai une question, et c'est aussi au niveau de sortie. Est-ce que vous voulez fuir le pays maintenant? Ça, c'est là. Vous êtes devenu frondeur comme les autres? Parce que j'ai vu, parce que les médias circulent, j'ai vu où vous écriviez dans un tweet, si je pouvais trouver un moyen pour s'en sortir. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Et si vous êtes sûr de gagner les élections, pourquoi vous êtes ici? Je continue. Pourquoi le gouvernement burundais n'a pas pris l'initiative de faire le dialogue inclusif avant que toute cette diplomatie vienne au Burundi? Parce que les Burundais, normalement, nous sommes dignes de nous-mêmes. Pourquoi on a dû faire recours aux personnes étrangères? Le gouvernement Nkurunziza aurait pu faire ça, éviter la violence, éviter le bain de sang, et les élections auraient pu avoir sans problème. Et pourquoi ça n'a pas été possible? Et je pense que je ne vais pas poser trop de questions. J'allais revenir à la question des élections, etc., etc. J'ai même organisé au mois de mai un événement très important au Parlement européen où on a pu rassembler les personnes d'origine congolaise, burundaise, rwandaise, belge ou européenne, ou même congolais, justement pour alerter déjà ce qui risque d'arriver au Burundi et dans la région. C'était sous le parrainage de Louis Michel. On avait averti avant. Donc, moi, je voudrais vraiment qu'on puisse trouver une solution pour qu'il y ait la paix, qu'on arrête de tuer, qu'on arrête de faire la violence, etc. Je vous remercie. Merci. Voilà. Je peux répondre rapidement. C'est par celle-là. Ceux qui vous parlent d'exil ne vous parlent pas de retour. C'est ça. Vous pouvez retourner, Non. Disons, je le dis d'une autre façon. Ceux qui vous parlent de centaines de milliers de Burundais qui partent ne vous parlent pas aussi des gens qui reviennent au pays. Alors, hier, j'étais avec une Burundaise qui est ici, qui a une situation familiale équilibrée qui est bien. J'étais aussi avec d'autres personnes qui est allée se faire inscrire au Rwanda parmi les réfugiés pour pouvoir bénéficier de ce qu'on donne. C'est une personne qui me l'a dit hier. Elle disait, j'étais à Kigali, moi-même je suis allé me faire inscrire, j'ai bénéficié de ça, etc. Et puis je suis revenu. Bon, alors, non, je dis ce que j'ai entendu. Non, mais je dis ce que j'ai entendu hier. Donc, vous vous indignez que la personne ait dit ça? Non, pas du tout, mais que vous rapportez. Vous avez cette air de rapporter des petites choses qui ne nous font pas avancer. Allez droit au but, mais c'est ce qu'on veut. Je pense que j'étais en train de répondre. Il n'y a pas de modération, mais je peux vous demander de patienter que j'épuise mon idée, madame. Alors, on parle de mouvements de gens qui partent, qui quittent le pays, qui partent, mais on ne parle pas du mouvement retour. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 60 000 personnes qui sont déjà rentrées au pays. Ce qui veut dire que l'effectif de 130 000 personnes qui sont à l'extérieur est douteux. Il faut que les gens tiennent compte aussi de ceux qui retournent au pays.
Pourquoi est-ce que les gens sont partis? Les gens partent pour plusieurs raisons, quittent le pays pour plusieurs raisons. Le gouvernement du Burundi est offusqué, est indigné, même quand il s'agit d'un seul Burundais qui s'exile. Le gouvernement du Burundi ne peut pas supporter qu'il y ait des Burundais qui vont souffrir à l'étranger dans des conditions abominables et dans des conditions... On sait ce que ça veut dire être un réfugié. Moi-même, j'ai été un réfugié. On sait ce que ça veut dire. Eh bien, la plupart disent partir parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? D'une guerre imminente. Et qui dit qu'il y aura une guerre imminente? Est-ce le gouvernement? C'est ceux-là même qui veulent que les gens partent, qui font circuler des rumeurs. Il y a quelqu'un qui jasait, qui disait: est-ce que le Burundi est devenu le pays de 1001 rumeurs? Tout à l'heure, c'est pas un tweet qui vient de moi. Si vous avez suivi le fil de mes tweets, vous n'avez jamais vu ça, mais vous avez vu seulement une image qui circulait sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp et ailleurs, mais pas sur mon fil, pas sur mon mur Facebook, parce que les gens ont fait un montage. Eh bien, je ne suis pas ici pour être frondeur, et je ne le serai jamais. Je connais la cause. Je connais pour quelles raisons, et j'ai mes propres convictions et ma lutte politique, et je ne pense pas qu'un jour vous me trouverez sur la liste des frondeurs. Non, je peux vous le garantir. Pour revenir sur la question de ceux qui partent, comme je vous ai dit, c'est regrettable que les gens soient partis, mais la plupart, j'ai suivi un reportage de la BBC, que j'ai enregistré d'ailleurs, si vous voulez que je vous envoie ça par mail, je peux vous l'envoyer, où on essayait d'aller approcher ces gens, quelqu'un qui vous dit, eh bien, on nous a dit qu'il y avait des armes en circulation qui étaient en train d'être distribuées pour nous tuer. Mais qui vous a dit? Est-ce que vous avez vu des armes? Non, je ne l'ai pas vu, mais c'est un voisin qui m'a dit. Et il s'appelle comment? Il donnait le voisin, et on allait voir le voisin. Moi aussi, j'ai entendu. Des gens m'ont dit. Alors, cette façon de propager des rumeurs et de faire peur aux gens a fait que des gens partent. Et le gouvernement est en train de déployer tous les efforts possibles afin de faire revenir ces gens. On nous promettait une hécatombe lors des élections du 29 juin. Mais cette hécatombe n'est pas venue. Les élections se sont passées dans un climat apaisé. Même si vous lisez, je vous dis bien, il n'y a pas d'incidents qui ont été... Si vous me donnez un seul incident qui s'est produit le même jour, le jour des élections, des grenades ou des gens qui ont été tués parce qu'ils sont allés voter, il n'y en a pas. Même le rapport que vous avez évoqué de la mission d'observation des Nations Unies, la MENUB, reconnaît qu'il n'y a pas eu d'incident ce jour-là. La veille, la nuit, il y a eu des crépitements d'armes dans certains quartiers comme Nyakabiga, Musaga. Des crépitements d'armes la nuit. Et on sait pourquoi il y a ces crépitements d'armes. C'était pour faire peur aux gens qui n'aillent pas voter. Mais si vous prenez le territoire national, les 3002 collines, et si ça se passe dans 4 ou 5 collines où les gens tirent en l'air pour essayer d'intimider les électeurs, et que, en fin de compte, ça n'empêche pas que les gens aillent voter, avec un taux de participation de 75% quand même, on peut dire que l'élection s'est bien déroulée sur le territoire national. Le taux de participation peut être très faible dans ces quartiers contestataires, mais sur l'ensemble du territoire national, les élections se sont bien passées.
C'est comme lors du concours national. Les gens ont fait passer beaucoup de messages qu'il n'y aura pas de concours national, il n'y aura pas de concours national, ça sera saboté, que les enfants restent à la maison, sinon c'est des grenades, et les enfants vont mourir. Mais le concours national s'est passé sur tout le territoire national, sauf dans ces quelques quartiers contestataires. Et en fin de compte, qui est perdant? C'est les mêmes personnes qui empêchent leurs frères, leurs petits frères et leurs petites sœurs d'aller faire un concours national, et partant tout le pays, évidemment. Parce que quand il y a des enfants qui ne vont pas passer le concours national, c'est regrettable, mais je pense que c'est une violation flagrante des droits des enfants. On ne peut pas, on peut d'accord avoir une lutte politique, on peut se battre politiquement, mais il ne faut pas aussi impliquer les enfants. Les enfants ont le droit de passer leur concours national. Les enfants ont le droit d'être éduqués. Donc si l'élection du 29 s'est déroulée sans incident, je pense que, comme vous le disiez, monsieur, que ça n'a pas été reconnu, eh bien, les élections appartiennent aux Burundais. Et moi, je m'imagine, c'est ce que je dis aussi, la mission d'observation de l'Union européenne s'était retirée, elle n'a pas le droit de critiquer les élections burundaises. Si elle s'est retirée. La mission d'observation des Nations Unies peut se le permettre, mais dans son rapport, il y a une contradiction apparente. Dans son rapport, on dit bien que l'élection s'est passée en toute quiétude, sans incident majeur à signaler, et en même temps que l'élection n'était pas crédible parce qu'il n'y avait pas assez d'observateurs internationaux. Mais à qui la faute? À ceux qui se sont retirés. Sinon, nous avons la responsabilité d'organiser nos élections dans les délais. Et quand les gens disent « nous nous retirons », eh bien on dit « ok, vous êtes des partenaires, mais vous ne pouvez pas nous dicter aussi ce que nous devons faire. Nous sommes quand même un État souverain et nous devons organiser ces élections dans les délais constitutionnels. Et si nous les dépassons, c'est les mêmes individus qui reviennent pour nous accuser d'avoir violé la Constitution, de n'avoir pas organisé les élections dans ces délais. Au moins, le gouvernement du Burundi a organisé ces élections dans les délais. Il y a d'autres gouvernements qui sont accusés de ne pas vouloir organiser des élections dans les délais. Je pense que j'ai répondu à votre question. Donc, je ne veux pas fuir. Je suis là en mission officielle et je dois rentrer. Et pourquoi le gouvernement n'a pas fait de dialogue inclusif? Le gouvernement a toujours été ouvert au dialogue. Si vous suivez ce qui s'est toujours passé, la feuille de route, le forum des partis politiques, dialogue permanent et la mise en place de certains instruments comme le CCLP2, comme la vision 2025, ou le code électoral, c'est consensuel, c'est venu à travers un dialogue, la mise en place de la feuille de route, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au fait pour qu'il n'y ait pas de dialogue jusqu'à ce jour? Que ça soit relancé par le facilitateur, le président ougandais. C'est parce que l'opposition a récusé le facilitateur Djinit qui était envoyé par les Nations Unies. Ce n'était pas le gouvernement qui avait récusé le facilitateur. Le gouvernement a répondu présent à toutes les séances. Et c'est l'opposition qui avait récusé le facilitateur. Ça a occasionné un retard. Monsieur affirme, un journaliste utilise le conditionnel. On ne peut pas dire que l'Union européenne et la diaspora ont tous vomi le gouvernement. La diaspora burundaise, je ne sais pas si vous connaissez l'opinion, le point de vue de toute la diaspora burundaise. On ne peut pas donc affirmer. Et l'Union européenne n'a pas vomi le gouvernement du Burundi. L'Union européenne, c'est notre partenaire. Il reste notre partenaire. Le mot vomir, il est trop fort.
J'espère qu'il n'apparaîtra pas dans vos colonnes. Vous accusez formellement l'Union européenne. Voilà. Nous avons accusé, nous n'avons pas vomi l'Union européenne, nous avons accusé. Et cette accusation, elle est fondée sur un fait. Nous disons, le gouvernement a été, le pays a été attaqué. Il y a des gens qui ont lancé des grenades et qui ont revendiqué ces attaques. C'est un terrorisme, et le terrorisme est condamné au niveau international. Et quand des gens vont tuer de pauvres innocents en lançant des grenades et vont le chanter dans les médias, et que les médias en fassent écho, et qu'on ne trouve rien qui sorte de l'Union européenne, qui normalement condamne chaque fois qu'il y a des actions pareilles ailleurs, ça nous interpelle. Et quand on voit des gens qui utilisent des enfants, en ce moment-ci, des enfants soldats, dans la forêt de la Kibira, qui est une forêt dangereuse, avec des serpents, avec tout ça, et des enfants qui viennent avec des AK-47, et qu'il n'y ait pas un communiqué officiel qui condamne cela, ça nous interpelle. Nous devons le dire haut et fort, c'est notre droit le plus absolu de demander que l'Union européenne, qui est respectueuse des droits de l'homme, au moins puisse penser à ses enfants, puisse penser à ce peuple qui est en train de souffrir, mais condamne cet état de fait. Donc, nous, on ne vomit pas l'Union européenne, c'est notre partenaire et nous voulons renforcer je pense que ça fait partie du cahier de charge de notre ambassadeur auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne, afin que les relations continuent à se renforcer, mais on s'étonne qu'il n'y ait pas une communication pareille. Alors, Madame Ragisson me demande si j'ai fait des enquêtes pour accuser M. Alexis Sindoudji. J'ai pris un exemple, le plus récent, parce que la semaine passée, il passait sur France 24, et en passant sur France 24, il disait qu'il y avait une alliance ou un conseil national qui était lancé, et j'ai pris cet exemple, tout simplement parce que c'est le plus récent des opposants burundais qui... Sinon, je pourrais aussi en donner d'autres. Hein. J'ai essayé de montrer que l'opposition burundaise compte parmi elles des gens qui y avaient promis 3 ans auparavant, avant 2015, qu'il n'y aura pas d'élection. Et j'ai donné une référence. Je vous donnerai une copie de ça. J'ai mis une référence pour que vous puissiez voir le screenshot, la copie écran de ce journal. Vous pouvez le lire, vous pouvez le télécharger sur Internet. Il n'y aura pas d'élection en 2015. Nous entamons une révolution qui durera 3 ans. Bon, la même révolution, on a vu au mois de mars, quand toute la communauté internationale a condamné le fait d'embrigader, de désarmer des policiers. On a vu une attaque à Chibitoke. C'était avant le 25 avril, avant que le président actuel soit élu par le CNDD-FDD comme candidat à la présidentielle. Tout simplement pour vous dire que la crise au Burundi a plusieurs dimensions. Ce n'est pas nécessairement parce que le CNDD-FDD s'est choisi un candidat, il y a une opposition qui avait déjà promis qu'il n'y aura pas d'élection en 2015. C'est regrettable. Vous dites les 3 sœurs italiennes, des gens qui auraient été tués et jetés dans la rivière de la Ruvubu, Zedi Ferruzi, les manifestants qui ont été tués, etc. Et vous concluez en disant, vous êtes porte-parole d'un gouvernement, d'un pouvoir coupable d'exaction. Eh bien, le gouvernement du Burundi s'est toujours inscrit en faux, a toujours été indigné quand il y a eu des fauteurs de troubles et des pêcheurs en eau trouble qui ont endeuillé le pays parce que une vie humaine
compère, c'est un pays qui est endeuillé. Et notre histoire est jonchée, malheureusement, de plusieurs litres, si je peux le dire ainsi, de sang de nos citoyens. Des gens qui ont toujours été tués, des conflits cycliques et violents, et aujourd'hui on ne voudrait pas qu'il y ait des gens qui continuent à tuer d'autres, à nous crier, à nous faire tomber dans ces affres du passé. Les enquêtes sont en cours. On peut dire que ça traîne. Mais ce qu'on sait, c'est que tôt ou tard, la vérité doit finir par triompher. Tôt ou tard, les coupables doivent être arrêtés et punis. Si ceux qui sont arrêtés aujourd'hui, traduits en justice, s'il s'avère que c'est eux ou que c'est pas eux, eh bien, laissons le cours normal de la justice et laissons la justice faire son bonhomme de chemin, tout en espérant que lumière soit faite, parce que c'est le souci de tout un chacun. L'exécutif voudrait vraiment que le judiciaire fasse vite pour nous éclairer. Qui a assassiné Zedi Ferrouzi? Effectivement, on ne sait pas. Mais les circonstances dans lesquelles cet opposant a été tué sont obscures. Au moins, le gouvernement avait fait tout son pouvoir, tout ce qui est en son pouvoir, afin que cet opposant soit sécurisé. Quand il a été assassiné, il était avec une garde policière. Et l'un de ces gardes a été tué avec lui, tandis qu'un autre a été blessé et évacué. Malheureusement, c'était dans un quartier, Ngagara, à côté de chez lui, où les routes étaient barricadées et que les policiers, les gens ne permettaient pas que les policiers circulent comme ils veulent. Les routes étaient barricadées. Moi-même, nous étions dans une réunion, dans un dialogue politique au menu. Quand on nous a appris ça, nous avons arrêté le dialogue. Et moi-même, je me suis rendu sur les lieux. C'est à côté du palais des congrès de Kibobé. Je ne pouvais pas entrer dans le quartier et les policiers étaient de l'autre côté parce que les manifestants disaient personne n'entre. Personne n'entre. Donc ils avaient barricadé les routes. Même pour qu'ils soient évacués à l'hôpital. Il a fallu beaucoup de temps de négociation avec la police pour que la police entre, récupérer le corps et l'amener à la mort. Donc, c'est regrettable qu'il y ait ça et nous pensons que tôt ou tard, on saura qui sont derrière ces assassinats ciblés. Et en ce qui concerne les manifestants, vous savez, les manifestations ont basculé vers la violence. Raison pour laquelle le gouvernement a qualifié cela d'insurrection. Parce que vous ne pouvez pas manier des armes à feu quand vous manifestez. Utiliser des cocktails Molotov, barricader les routes. Parce que si vous réclamez le droit de manifester, comprenez qu'il y a aussi des non-manifestants qui ont le droit aussi de circuler. Quand vous barricadez les routes et que vous empêchez les gens de circuler, quand vous dites que chaque véhicule qui sortira sera brûlé, et que vous en brûlez aussi certains pour montrer aux autres que chaque véhicule qui sortira sera brûlé, je pense que là, on dépasse le cadre de manifestation, ça devient de la violence urbaine, ça devient une insurrection. Et c'est regrettable qu'il y ait eu des morts. Dans une réunion, un dialogue politique avec l'Union européenne, je pense, il y a 2-3 mois, il y a 2 mois, je pense, c'était au moment chaud de cette insurrection au mois de mai, mi-mai, le directeur général de la police a déclaré qu'il y avait déjà des policiers qui étaient emprisonnés, qui avaient été arrêtés, parce qu'ils avaient aussi commis des exactions lors de ces manifestations et qui seront jugés. Donc je pense que la police et la justice devront aussi
nous éclairer là-dessus. Quiconque a commis des actes répréhensibles, qu'il soit policier, qu'il soit civil, devrait être poursuivi afin que justice soit faite. Je pense avoir... Alors, la dernière question sur les rapports entre le Burundi et le Rwanda, au plan géopolitique. Oui. Alors, les relations entre le Burundi et le Rwanda sont officiellement bonnes. Il peut y avoir des rumeurs qui circulent sur certains blogs, mais les États ne fonctionnent pas sur base de rumeurs. Et il y a des mécanismes conjoints, bilatéraux, d'échanges entre le Burundi et le Rwanda et de vérification de certains faits. Et laissons notre diplomatie active continuer à travailler sur tout ce qui se dit, tout ce qui se raconte. Mais je peux vous assurer que les relations entre le Burundi et le Rwanda sont globalement bonnes. Il peut y avoir quelques petits soucis ou mauvaises ou interprétations qui ne sont pas qui ne vont pas dans le même sens de certains cas, de certains faits, mais qui peuvent trouver des solutions au niveau diplomatique et politique. Alors, risque d'un vrai coup d'État, vous avez d'abord introduit en parlant de l'Union européenne, et je ne sais pas si vous voulez accuser l'Union européenne d'avoir participé à ce faux, vrai ou autre coup d'État qui a foiré, ou si vous dites que c'est maintenant, puisque l'Union européenne est fâchée, que la diaspora est fâchée, cette fois-ci, dans le contexte, on pourrait cette fois-ci... C'est ce que... Alors, je ne pense pas que l'Union européenne soit... ait un intérêt quelconque à participer à un coup d'État au Burundi. Je pense que le coup d'État était le fait de certains amateurs qui ont cru pouvoir défaire les institutions démocratiquement élues afin d'en placer d'autres et de récupérer une situation qui était plus ou moins tendue à l'époque, mais ceux qui ont essayé, ils ont vu que ce n'était pas possible. Mais ils avaient cru que tout était de leur côté. Au-delà du coup d'État, vous savez qu'il y avait d'abord des manifestations violentes, où les gens avaient cru que l'onde de choc pouvait quitter Ouagadougou pour atterrir à Bujumbura en 2-3 jours, comme ça s'est passé, mais ils ont trouvé que la configuration même, le passé du Burundi et les réalités burundaises ne sont pas nécessairement identiques à celles de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Ce qui veut dire que, vu que les manifs violentes ont échoué et que finalement le couronnement d'Ossa c'était le putsch qui a aussi malheureusement échoué, et l'attaque armée de Kayanza, Chibitoke, etc., où les gens avaient d'abord précédé cette attaque, fait précéder l'attaque par beaucoup de communication sur les réseaux sociaux et certaines chaînes de télévision en disant que le président burundais, il faut lui faire entendre, lui faire comprendre, en passant par le seul langage qu'il comprend, qui est celui de la violence. Je pense que vous l'avez entendu. Eh bien, ils ont essayé encore cela et ils ont lamentablement échoué. Je pense que d'un échec à un autre et d'un autre échec à un autre, je pense que finalement les gens devraient revenir à la raison et se rendre compte que le peuple burundais est résolu à aller vers le développement et la consolidation de la paix plutôt que de retomber dans les affres du passé, comme je l'ai dit. Voilà, je pense que j'ai épuisé les questions et on pourrait peut-être prendre 3 questions et puis, si vous permettez bien, clôturer. Alors, je peux, lui, et puis vous, et puis vous, et puis vous, ça fait 5. Merci. Je me posais en fait,
cette question parce que, vu même le parti CNDD-FDD, dans sa signification qui dit un conseil national chargé, un conseil national pour la défense de la démocratie, on se dit quelque part que le parti en soi doit d'abord défendre la démocratie, c'est vrai. Mais quand on voit au sein de ses membres qui ne peuvent pas même s'exprimer librement, on se pose la question de savoir exactement où est cette démocratie. Je vois mal comment les gens, même au sein du CNDD-FDD, qui ont été, je veux dire, chassés comme des malfrats, parce qu'ils ont exprimé une opinion libre. Le fait peut-être de dire que le chef d'État ne devait pas se présenter au troisième mandat, et qui sont du jour au lendemain chassés, poursuivis comme des malfrats, moi je me dis, quel genre de démocratie dont le parti CNDD est en train de défendre au niveau national. Alors, là peut-être vous allez nous éclairer un peu, nous dire exactement quelle a été la motivation qui a fait que la Belgique, par rapport peut-être à la situation actuelle. Bon, moi je dis qu'il y a quand même quelque part un problème. Lorsque par exemple le gouvernement belge, en tant que partenaire bilatéral avec le Burundi, se positionne, il dit clairement que si Nkurunziza se présente à la magistrature suprême, il y aura des sanctions. Qu'ils vont stopper carrément les aides. L'Union européenne a proféré exactement les mêmes menaces. Ce n'est pas l'Union africaine, je ne sais pas, même les différents partenaires. Alors je me pose la question, sachant que le Burundi vit à plus de 50% des aides budgétaires, comment penser peut-être sursauter, ou bien comment penser avoir des solutions par rapport aux actes de violence? Alors selon vous, qui sont ces gens? Et ma deuxième question est que, comment selon vous les journalistes ont-ils participé au putsch du 13 mai, ce qui pour l'instant bloque la réouverture des médias? Merci. Oui. Moi, je m'appelle Senghor Richard. Je voudrais d'abord embrayer sur l'intervention de Mme Allison pour m'indigner de la manière dont M. Willy Nyamitwe a décrit la situation qui prévaut au Burundi. Il a fait porter tous les crimes qui se commettent au Burundi, en ce compris les assassinats ciblés par l'opposition. Mais on peut se demander si tous ces membres de l'opposition qui ont été froidement abattus ont été assassinés par la même opposition. Je ne vais pas revenir surtout sur les quelques exemples qu'a donné Mme Allison, mais si on pense juste au cas de Zaid Ferouzi, il y a eu un témoignage d'un journaliste qui était avec lui et qui lui-même a été grièvement blessé. Et il a révélé que les gens qui ont ouvert le feu sur eux étaient des personnes qui portaient des uniformes de la police présidentielle. Bon, attendons voir, mais comme l'a dit Nyamitwe, les choses pourront se savoir, comme on dit. Bon, je voulais aussi revenir sur les élections. Bon, je rappellerai d'abord que la fraude corrompt tout. Ce qui a fait plonger le Burundi dans la crise, c'est toujours le fameux troisième mandat. Bon, je ne vais pas vraiment insister sur l'inconstitutionnalité de ce troisième mandat. Ça fait l'objet de plusieurs réflexions, plusieurs débats. Chaque fois, on nous brandit l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On sait de quelle manière est composée cette Cour. On sait dans quelles circonstances cet arrêt a été rendu, ce qui a fait même fuir le vice-président de la Cour constitutionnelle. Mais là n'est pas mon propos. J'aimerais juste savoir quelle crédibilité accorder aux élections qui se tiennent après avoir détruit, après avoir saccagé tous les médias, tous les principaux médias indépendants, des élections qui se tiennent sans la présence des observateurs indépendants nationaux
Vous savez tous le rôle qu'a joué la COSOM en 2010 à 2005, je crois. Sans la présence des observateurs émanant des principaux partenaires du Burundi, des élections qui se tiennent quand seul le parti au pouvoir et ses satellites peuvent battre campagne, moi je m'interroge. Je vous remercie. Merci. Oui, merci bien de m'accorder la parole. Je m'appelle Emmanuel Bamenye-Kanye, je vais parler comme un citoyen burundais qui a eu l'occasion d'être de passage ici au moment où vous tenez cette conférence de presse et aimerais en profiter pour faire d'une où j'ai même exercé des responsabilités ici à Bruxelles, où j'aimerais quand même mettre un peu d'eau dans le vin de la diaspora, parce que c'est une diaspora que je connais très bien, où je peux assurer que, comme ce qui se passe au Burundi, la majorité de la diaspora n'est pas contre la candidature d'Nkurunziza. Là, je dis de façon globale sans entrer dans les détails. Tout comme la majorité de la population burundaise reste neutre par rapport à la question du mandat du président et est prête à l'exprimer par les voix qui sont en cours actuellement au Burundi, donc dans le cadre du processus électoral. C'est un témoignage que je voulais donner en tant que quelqu'un qui vit au Burundi et qui, dans ces derniers temps, a eu la chance de sortir plusieurs fois du Burundi et où j'ai été sollicité, effectivement, comme tout le monde, de dire, écoutez, il y a une hécatombe qui va se battre sur le Burundi, il ne faut pas retourner au Burundi. Et je voulais vraiment souligner ce fait, parce qu'il a beaucoup contribué dans le mouvement de réfugiés qu'on a observé. Moi, j'habite à Charama et j'ai mes voisins directs qui n'étaient pas visés directement, mais qui, à force d'entendre des rumeurs, m'ont dit, écoutez, pour nous c'est invivable, nous allons partir. Donc des voisins qui ne se reprochaient de rien, qui n'ont pas de responsabilité politique, donc qui n'étaient pas visés, mais par la force des rumeurs, ont décidé de partir. Donc je crois que la situation que nous vivons comporte en son sein même ce que je peux appeler, sans me tromper, du machiavélisme. Donc on crée un problème pour en exploiter les conséquences de ces problèmes. Entre autres, on crée une situation d'insécurité et on brandit l'insécurité pour bloquer tout. Donc je voulais vraiment donner ce témoignage pour quelqu'un qui vit là et qui l'a suivi et qui a aussi des connexions ici à Bruxelles. Mais j'aimerais alors poser ma petite question à l'attention d'un proche du président, du cabinet, de la présidence, pour demander du fond de mon cœur comment est-ce que dans les relations que nous avons actuellement avec certains partenaires, dont la Belgique et l'Union européenne, qui se sont clairement exprimés que si le président de la République continue sa course vers son nouveau mandat, ils allaient couper tous les vivres qu'ils donnaient au Burundi. Alors je me demande pourquoi est-ce que le gouvernement... Pardon? Je voudrais demander... Je voudrais savoir pourquoi est-ce que le gouvernement devant un message aussi clair que celui que la Belgique a envoyé vers le Burundi, qu'est-ce que le Burundi gagne à garder des relations diplomatiques avec la Belgique en particulier et l'Union européenne en général? Merci. Bon, j'avais dit que ça allait être la dernière question. Ils chassent ceux qui sont contre le troisième mandat, c'est ça? Brièvement, il y a une chose que vous ne savez pas. Je suis obligé de vous révéler une chose. Vous dites que les gens sont chassés parce qu'ils se sont exprimés contre le troisième mandat du président. C'est 3 fois faux, 3 fois archi faux. Au Burundi, au sein de l'FDD, on connaît et on connaissait depuis très longtemps les positions des uns et des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un est contre la réélection ou la candidature du président
qu'il est chassé du parti. J'ai essayé de m'interroger. Je vous ai dit, mais quand quelqu'un part, finit d'abord son mandat et s'en va de la façon la plus officielle possible, joyeux comme tout, avec frais de mission et tout, protocole, sécurité, ordre de mission, dûment signé, et s'en va. Ce n'est pas parce que ce n'est pas qu'on chasse une personne, ce n'est pas comme ça qu'on fouille normalement. Moi j'ai fouillé. Peut-être je peux nuancer un peu, si vous voulez. Il y a une fameuse liste qui a circulé, sur laquelle figuraient certaines unités. Je parlais par exemple de certains gouverneurs à Saint-Méry, il y a Dafroz, il y a certains parlementaires, j'arrongerai la liste. Voilà. Il y a cette personne-là qui des frondeurs, ce qu'on a appelé les frondeurs. Très bien. Et maintenant, la liste, elle a circulé au mois de mars 2015. Mais je vous fais une confidence. Ce n'est pas parce que des gens se sont érigés contre la réélection ou la présentation de la candidature du président Nkurunziza qu'ils ont été chassés du parti. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Par exemple, j'ai été porte-parole adjoint du président de la République. Et celui qui était le porte-parole se trouve sur cette liste. C'est M. Leonidas Hatungimana. N'est-ce pas? Depuis 2012, lui-même l'a dit par la voix des ondes, lui-même continue à le dire, que depuis 2012, il avait montré qu'il n'était pas d'accord avec la réélection du président Nkurunziza. Et si vous essayez de revoir ce qui s'est passé dans ce passé récent, chaque fois qu'il fallait s'exprimer au niveau de la présidence concernant cette candidature, c'est moi, c'est l'adjoint du porte-parole qui parlait. Parce que lui, on connaissait sa position. Et lui disait, vous connaissez ma position, donc, monsieur Willy, allez-y. Donc, vous comprenez que ce n'est pas le fait de s'opposer à ce mandat qui pouvait chasser quelqu'un du parti. On savait par exemple que le porte-parole du parti n'était pas d'accord avec cette candidature. Chaque fois qu'il fallait s'exprimer en ce qui concernait la candidature, c'est le président du parti qui prenait la parole, et le porte-parole pouvait s'exprimer sur tous les autres sujets, sauf toutes les autres questions pouvaient être exploitées, il pouvait s'exprimer sur ces questions, sauf sur cette question particulière. Voilà, donc au sein du parti, on connaissait les positions des uns et des autres, on connaissait la position du deuxième vice-président de la République, on connaissait la position du président de l'Assemblée nationale, raison pour laquelle ils étaient là sans être inquiétés et ils ont terminé leur mandat et puis sont partis. Ils n'ont pas été chassés comme des malotrus, sinon quand vous chassez quelqu'un comme un malotru, vous savez comment ça se passe. La personne, les personnes dont vous parlez ont continué à avoir tous les honneurs possibles et au niveau interne, nous le savions, mais nous ne l'avons jamais dit. Donc ce n'est pas ça qui chasse une personne du parti CNDD-FDD. Nous défendons la démocratie et nous continuerons toujours à défendre la démocratie. Raison pour laquelle nous défendons les droits des membres du parti, les droits des membres du parti de présenter leurs candidats. Et les autres aussi peuvent présenter leurs candidats et si ils trouvent que la candidature du président du parti au pouvoir n'est pas valable ou n'est pas conforme aux lois en vigueur, il y a d'autres voies de recours. Le sommet de l'EAC a recommandé le désarmement des jeunes, au pluriel, affiliés aux partis politiques, au pluriel. Au moins parce qu'il y a une évolution. Avant, on parlait des Imbonerakure, maintenant, on parle des jeunes affiliés aux partis politiques, parce qu'en fin de compte, si vous lisez les déclarations, les différents communiqués du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, l'EAC, maintenant il y a une évolution. On ne parle plus des Imbonerakure, on parle de jeunes affiliés aux partis politiques. Pourquoi? Parce que les gens ont compris
que ce qu'on leur a vendu dans l'OTAN, d'Imbonerakure armé, était tout simplement des accusations de façade pour couvrir aussi ce que les autres étaient en train de faire. Qui tire à Nyakabiga? Qui tire à Musaga? Est-ce que ce sont des Imbonerakure? Alors, quand il y a des crépitements d'armes chaque soir, les gens ont fini par comprendre qu'il faut retirer toutes les armes de la population civile sans tenir compte de l'appartenance politique. Il peut y avoir de petits délinquants qui peuvent vouloir s'identifier à une formation politique alors que ce ne sont que des délinquants. Mais une bonne nouvelle, c'est que depuis 2009 jusqu'à ce jour, le gouvernement du Burundi a pu retirer de la population plus de 100 000 armes, parce qu'il y a un programme national de désarmement. Et comme des gens essayent de manipuler l'opinion, le gouvernement du Burundi a accepté une recommandation de l'EAC, de l'Union africaine, d'envoyer des experts pour venir voir, se rendre compte de l'état d'avancement de ce désarmement. Et s'il y a l'un ou l'autre qui détiendrait une arme, que cette arme soit récupérée. Raison pour laquelle on a vu des armes qui ont été récupérées à Muyinga et ailleurs. Donc on est à l'œuvre. Sécuriser le retour des réfugiés, tout est mis en œuvre. Le gouvernement déploie des missions vers la Tanzanie, le Rwanda et la RDC pour faire entrer les réfugiés. Et plusieurs d'entre eux sont rentrés et ont trouvé leurs biens intacts et sont réintégrés. Nous pensons que la situation est propice au retour des réfugiés. Il y a des rumeurs qui circulent et c'est de la responsabilité du gouvernement de se battre contre ces rumeurs. D'essayer de dire aux gens, on vous a dit que le 29 il allait y avoir une guerre totale, mais la guerre n'est pas là. Et les gens comprennent ce langage et reviennent. Vous parlez du porte-parole de la police qui aurait dit que dans la police burundaise, qu'il y aurait des gens en uniforme mais qui ne sont pas de ce corps, et que c'est ça qui est finalement une preuve qu'il y a des Imbonerakure armés au Burundi. En Kirundi, on dit Ugutukana gutorera. Malheureusement, la forme de démocratie dans notre pays est loin quand même d'être la même comme ailleurs. Pensez bien que cette forme de démocratie consensuelle, on ne dit pas who wins takes all. Vous gagnez, mais vous gagnez avec un quota que vous ne pouvez pas dépasser. Vous devez laisser une place aussi à d'autres. C'est inclusif. Vous prenez des gens qui viennent des formations politiques, vous prenez des gens qui viennent de différentes sensibilités politiques, ethniques, régionales, etc. Et cela n'empêche pas que certaines personnes continuent, au sein même des institutions dans lesquelles ils sont, continuent à défendre des intérêts qui peuvent être sectaires. Raison pour laquelle j'ai dit que tout mérite vérification dans notre pays. Quand vous avez des gens au gouvernement qui peuvent faire défection parce que la formation d'origine a pris une telle ligne ou une autre, quand vous avez des gens qui sont dans la Cour constitutionnelle ou à la CENI qui peuvent dire, du moment que je vois que ma famille politique ou ma famille sociopolitique ou sociologique a déjà pris telle orientation, je voudrais aussi prendre la même orientation. Mais au-delà de cela, il y a aussi des tricheries qui se font. Des gens qui ont besoin, là je pèse mes mots, qui ont besoin de pouvoir avoir une certaine reconnaissance, avoir des facilités d'entrer facilement en Occident, des visas, qui profitent d'une certaine crise et qui vont essayer de manipuler l'opinion.
en disant voilà, je fuis parce que j'ai peur, je fuis parce que je suis pourchassé, j'ai fait des déclarations, etc. Tout mérite vérification, s'il vous plaît. Journalistes qui auraient participé au putsch. Je pense que je ne l'ai pas dit dans ces mots. Je n'ai pas dit que des journalistes ont participé au putsch. J'ai tout simplement dit que nous regrettons qu'il y ait des médias, des stations radio, télé, qui ont été détruites, qui ont subi le courroux de la guerre, parce que des putschistes étaient en ville. Des putschistes étaient en quête de lieux stratégiques et que des combats pouvaient entraîner des pertes en vies humaines ou en matériel. Nous regrettons, au niveau du gouvernement, toute perte, que ce soit en vies humaines ou en matériel. Et nous espérons que le paysage médiatique burundais pourra être diversifié, être multicolore. Hein, et ce qui s'est passé est regrettable. On n'aimerait pas que ça se reproduise. Et on espère, comme quelqu'un qui disait qu'il peut y avoir un autre putsch, qu'il n'y aura pas une autre tentative, parce que ça nous ferait perdre aussi ce qui restait. Je n'ai pas fait porter tous les crimes à l'opposition. Ce serait une faute lourde aussi de ma part. Je vous ai dit que même le porte-parole, le directeur général de la police a reconnu qu'en son corps, que dans le corps de la police, il y a eu des dérapages et qu'il y a des policiers qui ont été appréhendés, qui doivent être jugés. Toutefois, il faut reconnaître que cette violence, cette barbarie humaine qu'on a vue lors des manifestations n'est pas à encourager. C'est plutôt quelque chose qu'on doit condamner. Mais il y a des gens qui en ont porté la responsabilité de la manière la plus officielle possible par la voix des ondes, qui ont dit ceux qui sont en train de lancer des grenades, c'est nous. Alors quand on voit des gens qui sont tués, de pauvres mamans, et vous avez entendu ce qui se passait, ce qui se disait, on disait ça doit être des Imbonerakure qui ont lancé des grenades, et en fin de compte, heureusement, des gens sont venus pour dire c'est nous, ne cherchez pas ailleurs, c'est nous. C'est comme ça se fait ailleurs, Al-Qaïda et ailleurs, ils lancent des grenades et puis disent, ou des bombes, et disent c'est nous qui avons fait ça. Donc il y a des gens qui ont réclamé la paternité, qui ont dit ne cherchez pas ailleurs, ne voyez pas, ne regardez pas chez les Imbonerakure ailleurs, c'est nous. Dans ce document, j'ai donné une référence. J'ai donné un lien, vous pouvez suivre. C'est une vidéo qui est publiée sur YouTube. C'est une vidéo, donc je ne dis rien. Et ce que j'ai dit sur M. Sindouidje, j'ai mis une référence. Quand vous donne le document, que vous suiviez la référence, que vous téléchargez cette coupure, et vous verrez qu'il a dit lui-même. Je n'ai fait que citer. Que M. Zedi Ferrouz aurait été tué par des gens qui portaient l'uniforme de la garde présidentielle. Je doute. Je doute fort du témoignage. Je doute fort du témoignage du journaliste. On a dit c'était au-delà de 19h. Lui-même a dit c'était dans l'obscurité. Un véhicule est venu. On nous a tiré dessus. Et les gens, et nous avons perdu connaissance et ils sont partis. Et vous savez, l'uniforme policier au Burundi, pouvoir distinguer dans l'obscurité et dire que c'est réellement un uniforme de la garde présidentielle, c'est douteux. Mais, qu'à cela ne tienne, c'est versé dans le dossier pour que les enquêteurs puissent dégager ce qui est vrai ou faux. Mais moi, j'émets des doutes que le journaliste qui a reconnu qu'ils ont été pris au dépourvu, par surprise,
ait eu le temps d'identifier les assaillants. Arrêt de la Cour constitutionnelle, dans quelles circonstances? La Cour constitutionnelle est composée de 7 membres. Il y a un qui a fait défection, les 6 sont restés, et celui qui a fait défection a fait une déclaration qui n'est pas tendre contre le pouvoir de Bujumbura en disant que l'arrêt a été rendu sur fond de menaces. C'est ses propos. Il reste à les prouver. Il reste à prouver la véracité de ces déclarations. Quelle crédibilité apporter à l'arrêt de la Cour si nous admettons que nous sommes en démocratie? 6 personnes sur 7 ont décidé, allez penser ce que vous voulez, mais c'est ça la démocratie. Comme la loi n'a pas été violée, je pense que la Cour constitutionnelle, c'est une institution républicaine. Quiconque veut respecter la République du Burundi doit avant tout respecter ces institutions. Quiconque s'érige ou critique la décision de la Cour constitutionnelle critique la République du Burundi et partant les Burundais que nous sommes, que nous soyons de la majorité ou de l'opposition, de la majorité présidentielle ou de l'opposition, eh bien, c'est un dénigrement. On doit respecter notre Constitution et nos institutions, et quiconque les critique ouvertement, si c'est un autre pays qui le fait ouvertement, c'est un dénigrement, c'est même un incident diplomatique. Ça va dans le sens de ce que a dit M. Emmanuel Bamanyekanye, mais je pense que en démocratie, il peut y avoir un débat contradictoire. Certes, le Burundi n'est pas en train de critiquer la constitution belge, ne critique pas la constitution américaine, mais je ne pense pas que tout politicien belge ou de l'Union européenne ou n'importe quel député est nécessairement un constitutionnaliste ou un expert de la constitution du Burundi ou un expert des questions de la région des Grands Lacs. Mais je pense que toute personne peut aussi exprimer son point de vue. Le Burundi reste un État souverain. Il n'y a pas de dictat de l'Occident qui peut avoir des effets quelconques sur le Burundi. Si quelqu'un brandit une menace quelconque de retrait, d'aide ou de ceci, nous préférons au Burundi, nous l'avons toujours dit, une crise budgétaire plutôt qu'une crise institutionnelle et sécuritaire. Je vous remercie.